salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Natürlich. C'est dans son atelier que Janaïna Milero travaille la plume de 1000 façons. Architecte, urbaniste et designer français de renom, rencontre avec Jean-Michel Wilmotte. Balade en Bretagne, dans la ville de Rennes et ses meilleures adresses lifestyle. Portrait de l'agence Polite, une maison d'édition française de mobilier design qui a de la suite dans les idées. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic, Version Française, c'est maintenant. Un livre de recettes de tartes, oui, mais attention, l'auteur n'est pas n'importe qui. Caroline Lebar travaille aux côtés de Karl Lagerfeld depuis des années. Et le dimanche, elle fait des tartes graphiques aux lignes parfaites, fruits alignés. Une ode à la gourmandise et au beau, un livre de cuisine qui change vraiment, on le veut tout de suite. Paris, la mode, une histoire d'amour passionné. Le Palais Galliera est l'endroit témoin de cette histoire, puisqu'il est le musée de la mode de la ville de Paris. Plus de 100 000 pièces de vêtements et accessoires en font un des lieux les plus riches au monde et une merveilleuse bible d'habillement et des habitudes vestimentaires de la France du XVIIIe siècle à nos jours. Dans ce livre de 150 pages, Sampé s'interroge sur les différentes règles qui fondent le rapport amical. L'humour est là et dissimule la gravité du propos, mais le constat est lumineux. Entre vanité et prétention, l'amitié des adultes est fragile. Un livre à offrir à votre best friend tout de suite. On connaissait déjà les fameux bracelets de l'atelier Paulin et leurs doux messages. Aujourd'hui, la maison s'associe avec Ipanema, une marque de bijoux française aux inspirations brésiliennes. Cela donne une très jolie collab, colorée et fraîche comme on les aime, à collectionner pour mettre une petite touche d'estival à votre look. Focus sur Janaïna Milero. Entre artiste et artisanat d'art, c'est la plume dans tous ses états. La plume, ses couleurs, ses formes, son symbolisme. Saviez-vous que la plume peut aussi se porter comme vêtement et habiller vos intérieurs autrement qu'avec une perdrix empaillée? Je suis Janaïna Milero, je suis artisan et designer. Et j'ai spécialisé mon travail dans le textile et la plume. Janaïna a beau être d'origine brésilienne, elle ne fait pas les costumes du carnaval de Rio. Je développe du coup mes propres techniques pour mettre en œuvre cette matière, la plume, en me basant sur ma formation qui à la base est une formation plutôt textile. Donc j'ai appris à tisser, à broder, à faire des tricots, des dentelles. Et je réexploite cet univers plastique et ces techniques dans le travail de la plume. Mais alors, en quoi consistent ces techniques ? Des collages, des marqueteries, des broderies, des assemblages de plumes 3D, des pliages de plumes. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est une technique de collage de plumes qui me permet de travailler que la partie la plus souple, la plus transparente de la plume. On appelle ça les barbes de plume. Et donc c'est collé entièrement sur le textile, c'est découpé, collé. Et ça permet de composer des graphismes très différents tout en gardant un effet très plat et donc très textile. Autant des choses graphiques et colorées, ou bien jouer plus sur des effets de surface. Et ça permet donc d'obtenir des motifs vraiment très différents, en fait, de jouer sur plein de graphismes. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait, beaucoup plus tridimensionnel et pictural. Alors ici, il s'agit d'un travail où en fait les plumes sont fendues sur le dessus et puis on vient incruster dans la plume une fine chaîne. La plume est ensuite collée autour de cette chaîne et donc ça nous permet d'obtenir quelque chose de très bijouté, quoi. Le résultat est vraiment très précieux. Avec ce métal qui est incrusté et visible à l'intérieur de la plume.
On retrouve des plumes partout. Minuscules ou gigantesques, tout le monde se les arrache. Je travaille sur des projets qui sont variés, donc tant sur du tout petit pour de l'objet, du bijou, de l'objet proche du corps, sur des pièces plus grandes qui peuvent être du vêtement, et puis ça peut aller jusqu'à des sculptures, des installations pour du décor des vitrines, comme dernièrement pour 2 vitrines Hermès, où là j'avais réalisé toute une forêt de plumes, donc on est vraiment sur là, de la 3 dimensions et sur des grandes pièces. Les techniques élaborées par Janaïna permettent un travail de la plume déclinable à l'infini. La seule limite, c'est l'imagination. Mais comment détermine-t-on quelle plume est faite pour quelle création ? Je choisis les plumes en fonction déjà des techniques selon lesquelles je vais les utiliser. Par exemple, ici, on n'aurait pas pu utiliser une petite plume qui a une côte trop fine. Pour l'assemblage, il fallait que la côte de la plume soit assez épaisse. En fonction des projets et en fonction des effets qu'on veut créer, la plume va un peu s'imposer d'elle-même. Certaines sont très grandes, d'autres beaucoup plus petites, certaines sont molles, d'autres rigides. À croire qu'il faut être hyper calé en ornithologie. Alors, il faudrait, je pense, oui, je pense qu'on y gagne beaucoup. Moi, je viens du textile, donc je me suis un peu renseignée, mais c'est vrai que ma culture ornithologique est très limitée. Et oui, il est nécessaire d'avoir quelques repères, sans quoi cette diversité plumesque vous fera perdre la tête. Une rencontre de renom maintenant avec l'architecte Jean-Michel Wilmotte à la tête d'une des plus grandes agences d'architecture parisienne. Cela fait plus de 40 ans que Jean-Michel Wilmotte pratique son art, celui de l'architecture. Au sein de son agence, il pense, dessine et construit des lieux dans le respect de leur histoire, avec le regard tourné vers l'avenir. Ses projets en cours, en France et à l'étranger, se comptent par centaines. Et ce matin, dans Paris, les coupoles du Centre orthodoxe russe, chantier qui a débuté en 2014, vont être posées. Une pierre de plus sur l'édifice qu'il a imaginé et fait sortir de terre. Et comme pour tous ses travaux, c'est avec passion que Jean-Michel Wilmotte parle de ce projet. Un projet pensé dans le respect des traditions, mais aussi du lieu où il prend vie. C'est un lieu de culte orthodoxe sur lequel on a réussi à donner un esprit parisien. On a utilisé la pierre de Paris. Après, en ce qui concerne les coupoles qui font partie des dogmes et des canons de l'architecture, on a recouvert ces bulbes de feuilles d'or mat, si vous voulez. Donc ça va être très beau parce que l'or mat, ça donne un reflet comme le soleil sur la pierre, si vous voulez. Ça va être très élégant. On a 4 bâtiments côte à côte. On a un bâtiment qui est un centre culturel. Il y a la cathédrale elle-même, un centre culturel et une école franco-russe. C'est un vrai lieu de vie qui va se faire. Paris, sa ville de cœur, la ville qu'il aime et qui l'inspire. C'est une ville où j'adore les espaces. J'adore les répartitions entre les espaces publics, les espaces plantés, les espaces urbanisés, la cohabitation des architectures, la cohabitation des époques. J'aime Paris aussi, je suis content d'y participer, content de participer à la construction de cette ville, content d'y mettre ma petite pierre, si vous voulez, ça c'est passionnant. Et l'exemple parfait, c'est la halle Freycinet. Inscrite à l'inventaire des bâtiments historiques en 2012, cette halle aux dimensions démesurées, 34 000 m², a été achetée par Xavier Niel, qui a confié le projet à Jean-Michel. Il a acheté vraiment comme quelqu'un qui avait une vision du futur. C'est-à-dire qu'il s'est dit, c'est là que je vais faire un lieu où vont se croiser 3000 jeunes qui créent leur entreprise. C'est une véritable pépinière du 3e millénaire, quoi. Et pour leur confort, l'architecte a tout prévu. La halle sera composée en 3 parties. Une zone publique appelée le Forum, qui accueillera notamment un auditorium. Une zone privée pour les start-up, composée d'espaces de bureaux ouverts et de villages, véritable zone de rencontres et d'échanges. Et un restaurant ouvert 24 heures sur 24. Une véritable greffe humaine, un travail de construction à partir d'un bâtiment existant, une expertise à laquelle Jean-Michel tient tout particulièrement. C'est très important d'être intégré de ne pas mettre n'importe quoi au même endroit.
De cet ancien hangar de la SNCF, les architectes ont volontairement choisi de garder les emplacements des rails pour y mettre des casiers, mais aussi d'inclure des wagons en guise de lieu de restauration. La structure même des 3 nefs, datant de l'époque de construction du bâtiment par Eugène Fraissinet, a elle aussi été conservée. Un béton très fin et donc fragile, qui représentait un véritable défi technique. La force de travail de Jean-Michel Wilmotte vient aussi de ses équipes. Dans son agence, 227 personnes travaillent à temps plein sur ces projets. Et là encore, c'est toute une organisation bien rodée. Moi, j'assure le début d'un projet. J'essaie de rencontrer le commanditaire, de savoir ce qu'il souhaite. Et à partir de là, j'ai une deuxième étape qui est le casting. Donc il y a un casting à l'intérieur de l'agence. Il faut que je trouve d'abord la personne qui va être un petit peu libre pour attaquer un nouveau projet. En plus, la personne qui aimera bien, parce qu'il faut aussi qu'il soit heureux de faire ce projet. De la confiance envers ses salariés et beaucoup de passion pour toujours repousser les limites de la création. On a un service de documentation deux personnes qui passent leur temps à chercher des nouveaux produits, des nouveaux matériaux. Donc on a une sorte de bibliothèque vivante, permanente, qui est installée au sein de l'agence aussi. On fait des rendus exceptionnels parce qu'ici il y a des persman qui sont des choses d'une qualité extraordinaire. On fait des films et on fait nos maquettes ici. Bon, c'est ce qui est intéressant dans cette boîte, quoi. C'est son autonomie, son indépendance, c'est le fait qu'on puisse tout faire. On part du cendrier à la tour, donc vous voyez, les échelles ne nous font pas peur. Une chose est sûre, Jean-Michel Wilmotte a encore plein de projets en cours et on a hâte de les découvrir. Jean-Michel Wilmotte, merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes extrêmement occupé. Vous avez énormément de projets, aussi bien à Paris, en France, que partout ailleurs dans le monde. Est-ce que la magie à un tel niveau, elle est toujours là, l'enthousiasme, la fraîcheur? Écoutez, je pense que c'est essentiel. Si j'ai plus l'enthousiasme, c'est fichu. Si j'ai plus le plaisir de découvrir un nouveau projet, un nouveau sujet dans un autre pays, c'est ce qui me fait vivre, c'est mon moteur. Si j'ai pas ça, ça peut pas marcher. On me propose de faire un nouveau lieu, je trouve toujours un intérêt parce que je trouve que le bâtiment qui est sur place est intéressant, ou le terrain est intéressant. Le client, déjà, c'est ce qui est le plus important. J'ai envie de partager un moment avec lui et que ça se transforme en architecture. C'est quoi le moment le plus intéressant, le plus magique dans l'élaboration d'un projet? Le plus intéressant, c'est les 10 premières minutes où un client vous explique ce qu'il veut faire. Ça demande énormément d'attention parce qu'en 10 minutes, il vous a tout dit. Il vous a dit ce qu'il aimait, il vous a dit ce qu'il n'aimait pas. C'est-à-dire que vous, en 10 minutes, vous avez tout compris. Il faut que je capte. Et si vous voulez, quand il me raconte ça, c'est amusant parce que ça se transforme dans ma tête en volume, en architecture, en espace, en hauteur, en profondeur, en matière. Ça fait 40 ans, on a fêté nos 40 ans cette année, c'est toujours encore plus magique. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a acquis une expérience positive, c'est-à-dire qu'on va plus droit au but, on connaît les réactions, on a une expérience, pas de blasé, mais une expérience de maturité qui nous permet d'éliminer tout ce qui est inutile, tout ce qui pourrait être des obstacles, on va beaucoup plus vite, quoi. Quand vous parlez de votre métier, vous êtes toujours aussi passionné. Et vous avez dit un jour aussi qu'un architecte, c'est un capteur de temps. C'est vrai qu'on est des capteurs du temps parce qu'on vit, on respire une époque, on lit les mêmes livres, on lit les journaux, on va dans des grands restaurants, on goûte la cuisine, on goûte le temps, on goûte le climat, c'est, si vous voulez, ça. Et ça en France, mais aussi à l'étranger, hier dans un pays, avant-hier dans un autre. Et c'est ça c'est comme ça qu'on se fabrique une espèce de joie intérieure qui peut se ressortir et qui est vivant et que pas s'endormir sur des savoir-faire. À chaque fois, on a envie de bousculer les choses, de réinventer quelque chose, si vous voulez. Vous passez très allègrement entre des choses très historiques quand même et des choses très modernes. Est-ce que le but de tout est de créer des choses très intemporelles? Je ne sais pas si c'est par protectionnisme, mais j'ai envie toujours de faire des choses intemporelles. Oui. J'ai envie de faire des choses qui ne soient pas à la mode. Donc c'est pour ça que j'utilise des matériaux, le verre, l'acier, la pierre, des choses qui sont intemporelles. Et j'utilise des matériaux qui, plus on leur tape dessus, plus ils vieillissent, plus ils sont beaux. Oui.
parce qu'ils prennent la couleur du temps, du toucher de l'homme, etc. Ça se patine, c'est ça que j'aime beaucoup. Une dernière question. S'il y avait un défi à relever, ça serait lequel? Défi à relever, je pense que le vrai défi aujourd'hui, je sais pas, moi je suis très idéaliste, je pense qu'il faudrait que Paris redevienne la ville idéale, Paris redevienne l'endroit d'accueil, Paris redevienne un endroit où on est bien reçu quand on va dans les restaurants, qu'on est bien reçu quand on va prendre un café à 1,40 €. Mais ça ne dépend pas que de vous. C'est pas de l'architecture, mais moi, mon défi, ce serait que l'architecte participe à l'humanisme d'une ville. C'est pour ça que je parle d'architecture. Je pense que l'architecture, elle rend brutale un petit peu, ou la non-architecture. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a de l'agressivité qui n'est pas nécessaire. Et je pense que c'est parce que peut-être les gens sont mal logés, peut-être qu'ils sont logés trop à l'étroit, peut-être trop loin de Paris. Et je trouve que l'architecture pourrait être un des facteurs très positifs. L'architecture, l'espace public, l'espace vert, tous ces espaces pourraient être recomposés de façon à ce qu'on adoucisse les mœurs et l'agressivité des gens. Redonner, si vous voulez, cette espèce de savoir-vivre, je crois. Et participer à ça. C'est un défi de participer au savoir-vivre français, si vous voulez. Jean-Michel Wilmotte, un architecte humaniste. Merci beaucoup. Merci à vous. Sortez vos bottes et vos cirés, on part en Bretagne dans la belle ville de Rennes, entre galeries d'art et adresses gourmandes. Qui a dit qu'en Bretagne, il pleuvait tout le temps? Avec des précipitations inférieures à la moyenne nationale, Rennes peut se targuer d'être l'une des villes les moins pluvieuses de Bretagne. Première ville de sa région avec ses 85 monuments répertoriés au titre d'édifices historiques, Rennes séduit et émerveille même encore les plus habitués d'entre nous. C'est en tout cas le ressenti de cette jeune femme native de Rennes. Voici notre guide du jour, Sophie Briand. Son signe particulier, être farouchement attachée à la ville. Je suis designer et spécialisée dans le design mural, la création de motifs, la création de couleurs et d'effets de matière. J'aime que les gens voyagent et s'inventent leurs propres histoires devant mes créations. Alors c'est parti, je vais vous faire découvrir mon Pirène à moi. On va commencer par un voyage dans le temps, ensuite je vous emmènerai dans un souk et on finira par une petite note sucrée. Direction le quartier de la Parcheminerie, le premier coup de cœur de Sophie. Une adresse confidentielle, l'Entretemps, l'atelier-galerie de l'artiste Constance Villeroy. Ce que j'aime chez Constance, c'est son univers singulier, son goût pour les choses patinées, les objets qui ont une histoire en fait. Le travail sur la rouille, les stigmates du temps qui passe, Constance aimerait actualiser des objets chargés de mémoire, comme ici avec ses cadrans rétro actuels. J'avoue que j'ai un faible ici pour les horloges de Constance, les originales, et les voici, enfin en voici quelques-unes. Je chine beaucoup des vieux cadrans en particulier, que je photographie et qui sont imprimés sur une plaque de métal grâce aux couleurs, en fait, à l'association du cadran et de la couleur. C'est un objet vraiment rétro actuel. Deuxième coup de cœur de Sophie, situé place du Champ-Jacquet, le petit souk, un magasin qui n'a pas volé son nom. Ce qui est très sympa ici, c'est que c'est un joyeux bordel, un joyeux bazar organisé en fait. Je trouve que quand on vient ici, on se sent rajeuni. Pour moi, c'est le temple de la mignonnerie en fait. On y trouve vraiment des petites choses très sympas. Oui, un peu kitsch, mais vraiment naïves, délicates en fait. C'est ça que je trouve assez sympa. Plus d'excuses pour ne pas trouver d'idées cadeaux. On trouve forcément quelque chose qui va nous faire craquer. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles, tous les âges. Direction le quartier de l'Arsenal pour une escapade gourmande chez Thierry Bouvier. Si je vous amène ici, c'est parce que c'est la meilleure pâtisserie de Rennes, mais surtout, ici, il y a ça, le meilleur Paris-Brest de ma vie. C'est mon gâteau préféré depuis que je suis toute petite. Et merci, parce que grâce à vous, je vais pouvoir découvrir les secrets de ce Paris-Brest. Bonjour Thierry. Bonjour Sophie, comment allez-vous? Alors Sophie, pour un des secrets donc, du Paris-Brest, c'est le praliné.
Et pour faire un bon praliné, il faut des bonnes amandes et des bonnes noisettes. Nous faisons venir nos amandes donc d'Espagne, de Valence, et nos noisettes d'Italie, du Piémont. Des amandes, des noisettes, ensuite torréfiées, puis mélangées à du caramel pour être enfin mixées. Le deuxième secret de Thierry Bouvier, c'est sa crème mousseline. En fait, la crème mousseline est une crème pâtissière dans laquelle on va incorporer du beurre. Le beurre va être incorporé à une température bien précise, c'est-à-dire entre 35 et 40 degrés maximum, de façon à créer une bonne émulsion de la crème. Une fois refroidi, il suffit d'y ajouter le praliné. Et il n'y a plus qu'à le déguster. Oh là là. Alors voilà, c'était mes 3 coups de cœur du jour. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces lieux, ces univers. En tout cas, moi je continue dans la délicatesse et les gourmandises. Polite, c'est le nom de cette maison d'édition de design qui a la tête bien faite et qui propose une sélection de meubles et objets pointus et complètement French touch. Polite est une maison d'édition de design lancée en 2013. À son actif, des créations originales et ludiques réalisées en collaboration avec de jeunes designers. Pour son fondateur, Geoffrey Berthet, le but est de promouvoir des objets qui lui plaisent et qui suivent une ligne éditoriale cohérente. Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est au juste un éditeur de design? C'est comme un éditeur de livres, tout simplement. Tu reçois un projet, tu l'étudies, tu te dis est-ce que je pense qu'il va plaire? Est-ce qu'il me plaît? Tu évalues techniquement s'il est faisable, tu évalues si économiquement il rentre dans des coûts accessibles à un prix public accessible. Polite signifie beau en occitan, tandis que le symbole de la marque, le trombone, est un modèle d'objet fonctionnel. En 2 mots, voilà les valeurs de la maison d'édition. Le beau et la fonction. Ça résume un petit peu l'ADN de notre marque. On doit être à 4 ou 5 designers maintenant. Et pourtant, il y a une cohérence qui se dégage de cette maison d'édition. Et ça, c'est des choix éditoriaux. Et le fruit de ces choix éditoriaux, on les retrouve en grande partie chez Maison M, une boutique de design parisienne qui compte beaucoup pour Geoffroy. Alors, c'est très important pour nous comme magasin parce que c'est notre premier magasin. Maison M nous accompagne depuis le début. C'est parti pour une visite guidée. On commence par ce meuble qui est un petit peu le meuble le plus emblématique de Polite. Ça s'appelle le club Sandwich, 2 tranches de bois dans lesquelles on met ce qu'on aime, du designer Cyril Demoulin. Il est emblématique parce qu'il conjugue à la fois esthétique et fonctionnalité. Esthétique parce que ses lignes sont assez légères et simples et totalement intemporelles. Et fonctionnelle parce que grâce au jeu de Sando et grâce au module qu'on vient ajouter, on va pouvoir agencer sa propre scénographie dans le temps. Autre exemple de mobilier modulable associant esthétique et fonction ludique, le Time For du designer Gonzalo Campos. On peut changer de couleur juste d'un tour de main ou cacher certaines choses qu'on ne veut pas voir quand certaines personnes arrivent. Puis Polite s'est mise à l'objet, à commencer par ces drôles de tirelires, emblème d'une com décalée et de l'esprit Made in France de la maison d'édition. Nos petits gloutons, puisqu'ils s'appellent les gloutons, sont réalisés en France comme tout notre mobilier et surtout sont en porcelaine de Limoges. On est les premiers à Limoges à faire du biscuit coloré. Fin de la visite avec des affiches pop signées les Graphiquants. Tout un panel de projets qui ont tout de suite charmé Caroline, gérante de la Maison M. C'est des ovnis. Ils n'ont jamais été vus ailleurs, nulle part. Les ruches, j'ai jamais vu de tels guéridons quelque part. Et en même temps, on comprend tout de suite l'utilité qu'elles ont et on est séduit par leur esthétique. Moi, je pense qu'on a un problème sur cette LED-là pour l'instant, c'est qu'elle chauffe trop. Ouais. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut qu'on interroge le sous-traitant sur ça.
Pour le designer, l'éditeur est un soutien qui dialogue avec les sous-traitants et gère l'aspect pratique et économique de l'objet. C'est surtout beaucoup de faisabilité en fait. Comment on va pouvoir arriver à faire sortir le produit à un prix que lui connaît, moi pas forcément. Tu pensais pas que les coûts pouvaient tomber aussi rapidement en série sur des découpes laser en grande quantité? Tu pensais que ça allait être trop cher? Donc ça, c'est la réflexion aussi d'éditeur et c'est l'expérience. Et c'est ainsi que du dessin jusqu'au produit fini, l'éditeur est un catalyseur qui permet au designer de voir son projet devenir réalité. Version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye!